Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Le nouveau président du Sénat, Samalou Kondé, et tout le membre du bureau définitif ont fait leur entrée en fonction ce jeudi 15 août 2024. Plus de détails, vous l'aurez dans ce journal. Et à l'international, une augmentation de plus de 10%, 10,4% ont été observées dans les exportations camerounaises de fèves de cacao, qui équivaut à 512 milliards de francs CFA enregistrés en 2023. Les amples détails dans ce journal. Il est 19h, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Le nouveau président du Sénat, Jean-Michel Samalou Kondé, et tout le membre du bureau définitif sont effectivement entrés en fonction ce jeudi 15 août 2024. Il a appelé tout le membre de son cabinet ainsi que les agents et cadres de l'administration à travailler tous d'arrache-pied, sans repli, à l'unisson, aux fins de porter notre chambre à la hauteur de la dignité de son image pour l'intérêt supérieur de la nation. C'était en présence de hauts fonctionnaires du Sénat, des collaborateurs, de membres du bureau définitif, de membres de cabinet, du bureau provisoire et de plusieurs invités. Plus de détails avec Patience Lokeke. Une entrée en fonction marquée par la cérémonie de remise et reprise est intervenue entre le bureau provisoire et le bureau définitif du Sénat. La lecture du procès verbal de la remise et reprise par les directeurs de cabinet du président du bureau provisoire a été suivie de sa signature par les deux présidents, puis de la passation de parapheur et l'installation du nouveau président dans son siège. Le nouveau président du bureau définitif a, dans son mot, rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour ses orientations et son soutien et l'a rassuré de sa loyauté indéfectible. Il a remercié le bureau provisoire pour la franche collaboration dans le travail accompli. Je pense à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour ses orientations et son soutien. Je tiens solennellement à lui témoigner de ma gratitude et à le rassurer de ma loyauté indéfectible. Je pense ensuite au patriarche Pascal Kinvelo Lumbu, président du bureau provisoire, au premier secrétaire, l'honorable Yvan Prezadi, au deuxième secrétaire, l'honorable Moïse Ekungu, pour la franche collaboration et le travail ô combien louable, réalisé jour pour jour pendant 3 mois conformément aux missions leur assignées dans les limites et intervalles des dispositions de l'article 114, alinéa 1er de la Constitution. L'honorable président du Sénat n'a pas non plus manqué de remercier tous ses collègues sénateurs qui ont porté leur choix sur le membre du bureau définitif et les a rassurés de son engagement à ne pas décevoir leurs attentes. Il a pour ce faire exhorté les uns les autres à ne ménager aucun effort pour améliorer les conditions de travail. Je voudrais ici et maintenant nous exhorter à ne ménager aucun effort pour non seulement améliorer les conditions de travail, mais aussi répondre à ces espoirs suscités. J'aimerais néanmoins saisir cet instant pour vous rappeler que la mission du Parlement est bien connue. Représenter, légiférer et contrôler, mais aussi mener une diplomatie parlementaire
agissantes. Signalons que l'élection du bureau définitif du Sénat le lundi 12 août 2024 a marqué la clôture de la session extraordinaire, envoyant en même temps les sénateurs en vacances parlementaires. Les secteurs de la sécurité, des transports, des infrastructures et de l'assainissement ont été passés au crible au cours d'une réunion que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidée hier 14 août en son cabinet de travail. La chef du gouvernement a examiné avec les ministres sectoriels et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa les différents maux qui détériorent la qualité de la vie dans la capitale congolaise. Et pour juguler ces maux, Judith Suminwa a décidé de voler au secours du gouvernement provincial. Vous suivrez plus de détails avec Damani Mujinga. Cette réunion a passé au peigne fin les différents maux qui rongent la qualité de la vie à Kinshasa, capitale de la RDC. Après avoir posé le diagnostic d'une situation peu reluisante, la première ministre a décidé que le gouvernement central vienne en appui à la capitale, siège des institutions considérées comme le miroir de la République. Madame la Première ministre a tenu à ce que le gouvernement central sur toutes ces questions viennent en appui à la ville de Kinshasa parce que c'est la capitale, c'est le siège de toutes les institutions, mais aussi que la population, les Kinois et Kinoises traversent des moments assez particuliers et difficiles et qu'elle en a été interpellée. Et vu aussi les difficultés que traverse la ville, le gouvernorat, il était important que ce miroir de la République démocratique du Congo soit soutenu. S'agissant de la sécurité des Kinois, il a été évoqué l'urgence de renforcer les capacités opérationnelles de la police à Kinshasa, puis dans le reste du pays ensuite. Invité à cette réunion, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a loué l'initiative de la première ministre qui a décidé de voler au secours de son gouvernement provincial afin de juguler les maux qui rongent la capitale. Nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine, par le transport, nous avons évoqué les questions d'assainissement et nous avons évoqué aussi des questions d'infrastructures routières. Donc de tout ce qui a été dégagé, alors l'accompagnement en toute efficacité, avec des moyens très appropriés du gouvernement central par rapport aux opérations que nous avons commencé à mener de la ville, sera justement bientôt, ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Kinois et Kinois. La première ministre qui tient à l'aménagement des villes a inscrit cette question au troisième pilier de son programme d'action. Pour la chef du gouvernement, la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. La République démocratique du Congo veut se positionner comme acteur dans le système du commerce transfrontalier en combattant le dumping, les fractionnements et les transbordements qui fait perdre au pays 5 milliards de dollars chaque année. Ce sont là le mot du ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, lors d'un briefing presse de ce mercredi, co-animé aux côtés du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Il a à l'occasion proposé quelques pistes de solutions axées sur la promotion de la production locale. Suivez. La République démocratique du Congo compte 9 voisins directs et 12 indirects. De ce fait, plusieurs produits d'importation pour atteindre le territoire congolais passent en transit par d'autres pays. C'est là que se produisent des pratiques de fractionnement et de transbordement jusqu'au phénomène de dumping sur le territoire national car de nombreux biens ne transitent plus par conteneur. Des pratiques qui font perdre 5 milliards de dollars américains à l'État congolais qui a besoin de ces ressources pour financer son développement. Vous savez, ces pratiques de dumping, de fractionnement des marchandises, de transbordement, nous font perdre chaque année 5 milliards de dollars. S'il vous plaît, ce n'est pas un chiffre que je vois comme ça. 5 milliards de dollars. Imaginez-vous si on récupère ces 5 milliards de dollars et qu'on les affecte aux infrastructures. Ça nous fait 5000 km de routes asphaltées. Parmi les solutions que préconise Kinshasa, il y a entre autres la promotion de la production locale. Cela inclut d'une certaine manière la construction des infrastructures et la révision de l'ordonnance portant nomenclature des taxes et impôts. La vision à long terme, c'est vraiment de construire ces infrastructures. Lorsque j'étais au ministère de l'Industrie, j'avais développé ce qu'on appelle le plan directeur d'industrialisation. Bien sûr, en fait, c'était pour essayer un peu de donner les schémas qui peuvent aider la RDC à intégrer le commerce international par la construction des infrastructures nécessaires. Il y a un problème avec notre système fiscal.
Nous avons une ordonnance qui fixe la nomenclature des taxes et impôts. Et nous en avons discuté à la commission ECOFIN. On doit revoir cette ordonnance. Et donc, nous avons compris, nous, gouvernement, qu'il y a aussi une responsabilité du gouvernement de réviser son système fiscal pour l'adapter à l'évolution du monde de manière à rendre compétitifs nos opérateurs économiques locaux. C'est aussi pour combattre ces pratiques et protéger l'industrie locale que la RDC a suspendu l'importation de la boisson gazeuse, la bière et la chaux. En réaction, la Zambie a dû fermer unilatéralement ses frontières avec la RDC avant de les réouvrir dans la foulée d'une réunion ministérielle entre les deux pays à Lubumbashi où les décisions idoines ont été prises. La RDC doit miser sur sa richesse culturelle pour en faire un élément d'influence et de domination. C'est l'une des recommandations formulées par le professeur Albert Moulouma, doyen honoraire de la faculté de sciences sociales, politiques et administratives à l'université de Kinshasa. La conférence organisée à cette université avait un thème évocateur, transition d'un ordre mondial unipolaire vers un monde multipolaire. Quel est le rôle pour la République démocratique du Congo? Je vous propose de suivre le professeur Albert Moulouma qui explique le bien fondé d'une belle réflexion. Il est au micro de Patrick Ilunga et de Giscard Tamba. C'est très important pour notre pays parce qu'il faut lire ce qui se passe dans le monde entier, la géopolitique. Si vous avez eu l'occasion, vous voyagez dans n'importe quel pays, vous présentez, vous êtes Congolais, RDC, mais les gens vous posent des questions parfois à Lingala. Rien que la langue que nous véhiculons, notre langue, c'est une richesse, nous le savons. Alors, nous devons tabler là-dessus et surtout avoir une sorte de mixage entre ce que les Américains appellent soft power, c'est-à-dire le pouvoir d'influence, et hard power, c'est-à-dire la force. La force, nous devons l'avoir. Mais la richesse culturelle de notre pays, il y en a tellement, la culture, la musique. Vous prenez tout ce qui est les œuvres touristiques, les œuvres d'art, mais ça s'est consommé à travers le monde entier. Donc c'est notre richesse, c'est notre culture. Et c'est ce qu'on appelle la culture matérielle, fabriquée par le génie créateur congolais. Donc tout ça, c'est très très important. Ça fait partie de la matière pour influencer aussi les autres. Un incendie a décimé ce jeudi 15 août au port public de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Une partie des grumes entassées dans un parc destiné à l'exportation pour l'Europe et la Chine. Cet incendie a occasionné des dégâts matériels et financiers considérables. Des amples détails avec Dieudonné Bonelli. Un incendie d'une ampleur alarmante s'est déclaré ce jour au port de l'Office national des transports, on attend un sigle, situé derrière la zone des Pules de Matadi, chef-lieu du Congo central. Selon des sources locales, une importante cargaison de grimes appartenant à la société Booming est actuellement en proie aux flammes. En effet, un incendie a décimé ce jeudi 15 août au port public de Matadi une partie des grimes entassées dans un parc destiné à l'exportation vers l'Europe et la Chine. Les grimes ont pris feu, on est en train d'intervenir, l'origine de l'incendie n'est pas encore connue, a indiqué Médard Simba, directeur des ports maritimes de l'Office national des transports, à la presse. Le feu qui a commencé à 10h heure locale n'était pas totalement éteint en début d'après-midi, en dépit de l'intervention efficace des véhicules anti-incendie des sociétés Matadi Gateway Terminal et les Rescom Petroleum et de l'ONATRA. Des sources proches de la direction provinciale de l'ONATRA, nous apprenons que la situation est sous contrôle. Mais pourquoi les ports publics de l'ONATRA ne disposent pas d'un camion anti-incendie? À la direction générale de cette importante entreprise publique d'y répondre.
L'appareil judiciaire est presque inexistant au Kasaï. Les institutions existent de nom, mais les juridictions ne fonctionnent presque pas. Tous les 5 tribunaux de paix et de la province du Kasaï et le tribunal de grande instance TGI de Luebo ne fonctionnent pas à cause de la carence de juges. Seul le tribunal des grandes instances de Chikapa fonctionne avec 2 juges. C'est un constat fait par Francine Moukeba et Giscard Tamba, nos envoyés spéciaux à Kananga. Suivez. Voici plusieurs années que tous les 5 tribunaux de paix du Kasaï ne fonctionnent plus. Sur les 2 tribunaux de grande instance qui comptent la province, seul celui de Chikapa est opérationnel avec seulement 2 juges, tandis que celui de Luebo n'existe plus que de nom, comme c'est le cas avec les tripés. La carence des juges est à l'origine de ce dysfonctionnement. Maître Dominique Kambala explique les défis auxquels fait face la province en termes de couverture judiciaire. La justice au Kasaï central est confrontée à beaucoup de défis, mais je pourrais citer des défis énormes. Ce sont des défis liés aux ressources. Si nous voulons aborder la question des ressources humaines, la justice est confrontée à la carence des effectifs, qui fait en sorte que certaines juridictions, à l'heure actuelle, ne fonctionnent pas totalement. La couverture judiciaire n'est pas totale, de sorte que les justiciables ne savent pas avoir un accès équitable à la justice. Il y a le problème de manque de moyens en termes de frais de fonctionnement, ce qui fait que, bon, il y a ce qu'on appelle la perception des frais illégaux de justice. La question de la corruption ne manque pas. Donc, les questions liées à l'éthique, bref. Les professionnels de la justice congolaise semblent moins intéressés de travailler dans des zones frappées par la pauvreté. C'est aussi une raison qui explique l'absence des juges dans ces coins de la RDC. La justice n'est pas gratuite d'ailleurs, mais les services de la justice sont payants. Alors avec la situation de la pauvreté, il se fait que les justiciables ne savent pas avoir des moyens nécessaires, des ressources nécessaires pour payer les avocats et même pour payer les frais de justice. Donc c'est un frein à l'accès à la justice. Parmi les conséquences de cette situation, c'est la détention illégale de nombreuses personnes pendant plusieurs mois, voire années sans jugement. Un fait qui éclaire Maître Dominique Kambala. Ces derniers nous livrent quelques pistes de solutions pour changer la donne. Je pense qu'il faut améliorer la gouvernance judiciaire, c'est-à-dire améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats. La province du Kasaï compte 5 tribunaux de paix et 2 tribunaux de grande instance. Il y a le tribunal de grande instance de Chikapa qui couvre la ville et le territoire de Chikapa et le tribunal de grande instance Luebo qui couvre le territoire de Luebo, Ilebo, de Mwika et de Ndekesi. Parlons santé, l'épidémie de Pox. L'Organisation mondiale de la santé déclenche son plus haut niveau d'alerte mondiale depuis plusieurs semaines. Le cas de Pox, anciennement appelé variole du singe, s'est multiplié sur le continent africain. Une nouvelle souche du virus, plus mortelle et plus transmissible que les précédentes, fait craindre une propagation de la maladie. Suivez ce commentaire de Don Momat. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a élevé son niveau d'alerte mondial à son maximum en raison de l'épidémie d'Mpox, autrefois appelée variole du singe, qui touche les continents africains. C'est Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS, qui a annoncé cette décision au cours d'une conférence de presse le mercredi 14 août. Le comité d'urgence s'est réuni et m'a informé que, selon son évaluation, la situation représente une urgence de santé publique d'ampleur internationale. J'ai adhéré à cet avis, a-t-il déclaré. Cette qualification est la plus haute alerte que l'organisation peut déclencher. Cette alerte traduit l'engagement de l'OMS dans les jours et les semaines à venir à coordonner la réponse mondiale en travaillant en étroite collaboration avec chacun des pays affectés et en utilisant sa présence sur le terrain, a dit Tedros Adhanom. Il a également précisé que cela vise à prévenir la transmission, traiter les personnes infectées et sauver des vies. C'est une situation qui devrait nous inquiéter tous, a-t-il insisté. Depuis janvier 2022, l'épidémie d'Mpox a touché 16 pays africains avec 38 500 cas signalés et près de 1500 décès. L'année 2024 a vu une hausse alarmante de 160% des cas par rapport à l'année précédente. La propagation d'une nouvelle souche baptisée CAD-IB, détectée pour la première fois en République démocratique du Congo en septembre 2023, a exacerbé la situation. Cette souche est non seulement plus contagieuse,
mais aussi plus mortelles que les précédentes, présentant des éruptions cutanées généralisées qui diffèrent des lésions localisées des souches antérieures. Pour en parler, nous avons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de Don Momat, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir à vous, Momat. Bonsoir, madame. Alors, la première question, c'est de savoir c'est sur base de quels éléments que l'Organisation mondiale de la santé a déclenché le mercredi l'urgence de santé publique à portée internationale pour l'épidémie POX. Alors, dans début en blanc, il faut dire que c'est pour la deuxième fois en 2 ans que l'Organisation mondiale de la santé déclare l'urgence de santé publique pour à portée internationale pour l'Mpox. La première fois, c'était en juillet 2022 et vers mai 2023, cette urgence a été levée. Pourquoi? Parce que il y a eu, on a constaté que il y avait diminution de cas. Et pour revenir maintenant à votre question, il faut dire que pendant cette période, il y a eu d'abord négligence de la part de l'OMS qui a tardé à réagir et l'épidémie s'est propagée jusqu'à atteindre 100 pays plus ou moins, 90 000 cas et a fait au moins 140 morts. Et donc pour éviter cette erreur du passé, pour éviter d'être, l'OMS veut au fait cette fois-ci être proactive, anticipative. C'est l'une des raisons. L'autre raison, comme vous l'avez suivi dans ces commentaires, c'est que dans le reportage que nous venons de suivre, c'est que depuis l'année dernière, on a découvert une nouvelle souche virale en RDC qui est plus contagieuse et très dangereuse. Et cette souche a été détectée dans 2 pays voisins à la RDC. 4 pays, notamment le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et le Kenya, où l'épidémie de Mpox ou bien où la Mpox n'était pas présente. Et donc, face à cette situation, c'est comme ça que l'OMS a décidé d'activer l'urgence sanitaire publique à portée internationale pour cette épidémie, puisque, au vu des quelques données que je viens de vous donner là, on considère que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le mal est profond, d'où il faut agir urgemment. Et pour certaines épidémies, comme c'est le cas avec le POX, que poursuit l'Organisation mondiale de la santé en déclarant l'état d'urgence à portée internationale? Effectivement, le monde a connu beaucoup d'épidémies. On se souviendra de la Covid-19. L'OMS a été obligé de déclarer la même chose entre 2020 et 2023. HN1 en 2009, polio depuis 2014. En fait, lorsque l'OMS déclare l'urgence publique, l'urgence de santé publique à portée internationale, c'est d'abord pour, surtout dans ces cas précis, c'est pour prioriser, c'est au fait c'est le seul outil que dispose l'OMS au fait d'abord pour amener les États membres à contribuer. C'est aussi pour que ces ressources qui sont très limitées, surtout que le budget annuel de l'OMS se dessine au mois de mai lors de l'Assemblée générale. Vous voyez, on est déjà au mois d'août, c'est que le budget qui est très, très limité a été déjà déterminé au mois de mai. Et là, nous sommes au mois d'août. Et donc, l'OMS a besoin de prioriser, la réponse à cette épidémie, d'où il lui faut justement déclarer ce qu'elle a déclaré, donc l'urgence de santé publique à portée internationale. On comprend que dans la déclaration du Dr Tedros, qui est directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, la RDC est le pays le plus touché par cette maladie, par cette épidémie. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques statistiques et plus particulièrement savoir quelle tranche d'âge est la plus touchée par cette épidémie? Alors, rien que pour l'année 2024, l'année en cours, on a détecté au moins 14 000 cas d'Mpox et au moins 500 décès en RDC. Comme je vous le disais dès le début de mon intervention, c'est l'une des raisons qui a poussé l'OMS au fait à réagir parce que, rappelez-vous, j'ai dit, en 2022-2023, il n'y a eu que 140 morts et au moins 90 000 cas en une année ou 2 ans.
Or, là déjà, nous sommes à près de 500 décès. Et la majorité de décès et même de cas concernent les enfants. Les enfants de moins de 5 ans qui sont plus vulnérables à cette maladie. Et aussi, on comptabilise également les enfants de moins d'une année. Ce sont les deux tranches d'âge qui sont le plus vulnérables par rapport à cette maladie. Et donc, en passant, 97% des décès et des contaminations observées jusque-là dans le monde sont localisés au fait au Congo, en RDC. Et particulièrement dans la partie de l'Est. Dans la partie de l'Est, donc on prend 23 provinces sur 26 provinces en République démocratique du Congo sont touchées. Mais est-ce qu'il y a-t-il un côté économique dans la déclaration de l'OMS? Alors, l'OMS prévoit un besoin de financement initial d'un montant de 15 millions de dollars américains. Oui. C'est au fait pour appuyer ces activités de surveillance, des traitements et des préparations de la riposte en gros. Mais déjà, l'OMS a disponibilisé dans le fonds d'urgence qu'elle garde un montant de 1,45 million à peu près pour déjà commencer le travail de riposte, puisque en gros, ce que l'OMS va au fait coordonner la réponse mondiale à cette épidémie. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup Don Momat. C'était le journaliste Don Momat qui nous a parlé de cette épidémie pox qui touche vraiment la RDC. Et vous avez un dernier mot par rapport aux consignes à donner à la population congolaise qui vous suit? Au fait, la pox et surtout, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle variante qui est très contagieuse et elle se transmet généralement par voie sexuelle. Mais lorsque quelqu'un est contaminé, il faut se méfier de s'approcher de lui. Il faut se méfier de vous approcher de certains rongeurs ou de certains animaux qui ont été en contact avec des personnes qui souffrent déjà de la maladie. Et donc, il y a un certain nombre de mesures à observer pour ne pas, pour casser au fait la chaîne de transmission de l'Mpox. Et je crois que c'est très important de rappeler cela quotidiennement pour que nous ne puissions pas arriver à des situations extrêmes où on se retrouverait en train de pleurer des morts en grande quantité. Voilà, merci beaucoup Don Momat pour cette intervention. Merci. Poursuivons ce journal déjà à Kinshasa. Le corbeau du FCF Mazembe, championne de la République démocratique du Congo, continue d'affûter leurs armes au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Et c'est en prévision de leur participation au tournoi zonal UNIFAC 2024 prévu du 19 au 23 août 2024 à Kinshasa, qualificatif à la Ligue de champions féminine de la CAF 2024. 4 clubs de la zone UNIFAC dont Mazembe vont se disputer l'unique place qualificative à la prochaine phase finale de la plus grande compétition féminine de clubs de la CAF. Compétition féminine de clubs de la FAC qui aura lieu dans un pays africain qui reste à déterminer. Plus de détails avec Blaise Kouzola. Champion de la 15e édition de la Ligue nationale de football féminin, le FCF TP Mazembe s'y met dans l'esprit compétitif à Kinshasa pour une mission spécifique de s'offrir une place à la Ligue de champions de la CAF qui se pointe à l'horizon. Pas de repos pour le joueuse de l'entraîneur marocaine Lamia Boumedi. Arrivée à Kinshasa le vendredi dernier, les Louchoises intensifient la préparation au stade Tata Raphaël de la Kétule en vue de réaliser un bon résultat. Pour ce faire, cette formation de Lubumbashi vient de signer 3 internationales congolaises en provenance du championnat turc. Il s'agit de Fideline Ngoy, Marlène Kassage et Beni Koubiena. Le représentant de la RDC affrontera d'entrée de jeu le CSM Diable Noir du Congo-Brazzaville le 19 août, puis le 21 contre l'Atlético de Malabo pour terminer le 23 août 2024 face à l'Équié FF du Cameroun. Madame, Monsieur, traversons les frontières, place à la page internationale. Je l'ai annoncé
annoncé au sommaire de ce journal, les exportations camerounaises de fèves de cacao et dérivés ont généré 512 milliards de francs CFA en 2023, soit plus de 10,4% par rapport aux 463,6 milliards enregistrés en 2022. 180 095 tonnes de fèves brutes ont été exportées en 2023, soit 555 445 tonnes que 2022, générant un peu plus de 359 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Blaise Kouzola. Le donné compilé par l'Office national du cacao et du café auquel Investir au Cameroun a eu accès révèle que la campagne cacaoyère 2023-2024 dans les pays s'est soldée par une production commercialisée de 266 725 tonnes de fèves en hausse de 1,17% par rapport aux 263 613 tonnes de la campagne précédente. L'on peut cependant observer que ces volumes est en baisse par rapport au pic de 292 472 tonnes et 295 164 tonnes des saisons 2020-2021 et 2021-2022 qui sont le plus prolifiques de 5 dernières campagnes. La plus grosse embellie de la saison est venue de prix aux producteurs qui ont explosé au cours de la campagne, battant tous les records. Dans les détails, souligne l'ONCC, le prix bord-champ sont ressortis à un minimum de 1150 francs CFA les kilogrammes contre un maximum de 6300 francs CFA les kilos enregistrés au cours d'une opération de vente groupée dans la région du centre. Ce relèvement exponentiel de cours aussi bien à l'intérieur qu'à l'international a permis de générer des revenus globaux en valeur fauve d'un montant de 488,8 milliards de francs CFA en hausse de plus de 220 milliards de francs CFA en comparaison avec la campagne précédente. La principale ombre sur ces tableaux plutôt reluisants a été la transformation locale. En effet, révèle l'ONCC, alors que des nouvelles unités de transformation en grande échelle se multiplient dans le pays depuis 3 campagnes avec de capacités cumulées dépassant 100 000 tonnes, seulement 85 789 tonnes de fèves ont été transformées au Cameroun en 2023-2024, en baisse de 3 415 tonnes par rapport aux 89 204 tonnes de la campagne 2022-2023. Le marché local a donc été une nouvelle fois dominé par les exportateurs qui ont affiché des expéditions de 185 613 tonnes tout au long de la saison. Sur ce registre, Telcar Kukoya, négociant local de la firme américaine Corgel, a conservé le leadership des exportations en assurant à lui seul 35,1% de vente de fèves à l'international, contre respectivement 24,9% pour Oficam et 9,8% pour la société SBET. Au Nigeria, selon le régulateur national du pétrole du Nigeria, les raffineries du pays, dont la raffinerie d'Ankoté, ont augmenté leurs besoins nationaux en brut pour le second semestre 2024 à 597 700 barils par jour contre 483 000 barils par jour au premier semestre 2024. Malgré son rôle d'exportateur de pétrole brut, le Nigeria importe aujourd'hui une enveloppe importante en matière de produits raffinés en raison d'une incapacité à entretenir ces 4 raffineries publiques. Suivez. Nigeria est le premier producteur de pétrole d'Afrique. Les raffineries du pays n'arrivent pas à s'approvisionner en brut en quantité suffisante. Ces raffineries, y compris la raffinerie d'Angoté, ont augmenté leurs besoins en pétrole brut à 597 700 barils par jour pour le second semestre 2024 contre 483 000 barils par jour au premier semestre selon le régulateur national du pétrole. La raffinerie d'Angoté, fleuron de l'industrie pétrolière nigériane avec une capacité de traitement de 650 000 barils par jour est confronté à des défis majeurs pour sécuriser un approvisionnement en pétrole brut. Depuis son opérationnalisation en janvier 2024, cette raffinerie qui a besoin d'un approvisionnement de 325 000 barils par jour n'a reçu que près de la moitié de cette quantité selon les données de l'autorité de régulation. La production pétrolière du Nigeria a augmenté pour atteindre entre 1,6 million et 1,7 million de barils par jour depuis février 2024 après que le gouvernement a renforcé la sécurité pour lutter contre le vol de brut, note-t-on auprès du gouvernement fédéral. Malgré cette capacité importante, le pays fait face à des défis majeurs pour satisfaire sa demande accrue en pétrole brut.
l'international et une autre façon de vous informer, c'est avec le journal paru dans la ville de Kinshasa, c'est jeudi 15 août 2024. Place à la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse. Info 27 ouvre notre revue de presse en revenant sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger la production locale. Le gouvernement de la République démocratique du Congo affiche une détermination sans faille à soutenir et protéger la production locale, dépassant les simples mesures conjoncturelles. Lors d'un briefing spécial diffusé en direct de la télévision nationale le mercredi 14 août 2024, le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku, aux côtés du ministre de la Communication et Médias Patrick Muyaya, a présenté les efforts du gouvernement pour renforcer la production locale. Au-delà des actions immédiates telles que la lutte contre les pratiques étouffantes comme le transbordement des marchandises et le dumping par des pays voisins, le gouvernement congolais se fixe des objectifs ambitieux. Le transbordement des marchandises réduit la RDC, destination finale des produits, à un simple point de transit, tandis que les pratiques de dumping entraînent des pertes estimées à 5 milliards de dollars par an pour le pays. Face à ces défis, la RDC s'engage désormais dans la mise en place d'un écosystème infrastructurel innovant et durable. Rentrée de septembre, Souminois veut soulager les Kinois en s'attaquant à l'insécurité, la mobilité et l'insalubrité. Forum des As rapporte que la première ministre Judith Souminois prend le pari de rendre à Kinshasa son beau visage d'antan. C'est dans ce cadre que la chef du gouvernement a eu une séance de travail hier mercredi 14 août avec plusieurs ministres sectoriels ainsi que le gouverneur de Kinshasa sur les différents maux qui détériorent la qualité de la vie dans la capitale. Au cours de ces échanges, la première ministre et ses hôtes ont passé en vue les différents secteurs à problème de la capitale, notamment la sécurité, le transport, la mobilité urbaine, les infrastructures routières, l'assainissement. Une fois le diagnostic posé, Judith Souminois a décidé que le gouvernement central vienne en appui à la capitale, siège des institutions considérées comme le miroir du pays. Enfin, le nouvel observateur conclut avec l'épidémie de la variole du singe, la RDC est parmi les pays les plus touchés. La nouvelle est tombée hier dans la soirée, le directeur général de l'organisation. C'est la fin de ce journal, mais avant de vous quitter, voici le rappel de titres. Le nouveau président du Sénat, Jean-Michel Samaloukonde, et tout le membre du bureau définitif sont effectivement entrés en fonction. C'est jeudi 15 août 2024 en présence de hauts fonctionnaires du Sénat, des collaborateurs de membres du bureau définitif, de membres du cabinet du bureau provisoire et de plusieurs invités. Et à l'international, une augmentation de plus de 10,4% a été observée dans les exportations camerounaises de fèves de cacao qui équivaut à 512 milliards de francs CFA enregistrés en 2023. Ce journal est complètement fini. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Portez-vous bien.